Bienvenue sur le podcast de Gills Records, je suis Guylaine Robin et nous allons parler ensemble de plein de sujets sur le marketing musical, sur l'industrie de la musique et vous aider à développer vos projets. Feel free. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Musiciens DI, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être un épisode du podcast assez original puisqu'on va recevoir Alex qui fait partie d'un label indépendant canadien. Et on s'est rencontrés, c'est d'une façon assez originale puisque c'est Juliette qui est agent relations publiques de ce label canadien qui s'appelle Hopeful Tragedy Records, qui est tombé par hasard sur ce podcast et qui m'a contacté pour proposer qu'on puisse échanger sur nos différences entre la France et le Canada, avoir aussi leur vision en tant que label DI, parce qu'ils font un petit peu tout aussi, et ils ont pas mal d'expérience sur le sujet, donc je suis vraiment contente aujourd'hui de recevoir Alex, donc un des fondateurs du label, qui va participer aujourd'hui à ce podcast. Bonjour Alex. Bonjour, ça va bien? Ça va et toi? Génial, je suis très, très, très heureux d'être avec vous. Donc, je vous préviens tout de suite, pour ceux qui apprécient l'accent canadien, bon, vous serez servi. Et bon, je suis présentement aux États-Unis, là où je demeure. Et voilà, donc je suis très enchanté de pouvoir en faire partie de la podcast avec vous aujourd'hui. Écoute, c'est super et merci d'avoir proposé de participer parce que voilà, nous, on est aussi ravis de te recevoir et de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Ouais, mais je trouve que cet échange est important, à mon avis, parce que au-delà des différences qui sont absolument marquées selon les marchés, selon la culture, évidemment, je crois que c'est important qu'on puisse échanger, partager. Souvent, ça donne des idées, mais aussi ça encourage chacun d'entre nous à maintenir cette vision, cette philosophie, ces valeurs très communautaires, je dirais, lorsqu'on se lance en DIY de cette façon-là. Donc, pour moi, c'est tellement enrichissant de pouvoir le faire sur une base qui est plus humaine aussi, qui n'est pas strictement, structurelle, où on échange des trucs, des connaissances, que ça devient formel. Donc, ce côté humain, je crois que, à mon avis, je considère que c'est ce qui est à la base de cette démarche très DIY, peu importe dans quel milieu on évolue. Donc, de pouvoir le faire de cette façon-là, pour moi, c'est extraordinaire. Donc, de pouvoir parler avec vous, d'échanger, je crois que c'est nécessaire. Et si ça peut encourager les gens aussi, d'autres personnes à le faire, c'est vraiment c'est extraordinaire, c'est génial. Écoute, c'est vrai que tu fais bien de spécifier, d'appuyer sur ce mot de communauté et du côté humain, parce que c'est ce qu'on essaye, je pense, chacun de notre côté de propager, en fait, ce côté humain. Ouais, d'autant plus que c'est un milieu, je crois c'est un milieu qui est fascinant, le milieu de l'entertainment, du divertissement, pour plein de raisons. Je crois qu'il y a une grande part de fantasme qui est rattachée, de fascination, dû au fait que, on voit souvent ce qui nous intéresse au départ, on voit nos groupes préférés, nos artistes préférés, et on grandit avec une vision qui est souvent celle que l'industrie nous projette et qu'on achète. Mais il y a également l'autre passion qui est là où on se réunit ensemble, on peut construire un truc qui nous correspond, qui nous convient, qui nous permet de grandir, qui nous permet de pouvoir nous émanciper aussi. Donc, je trouve que c'est un milieu qui est très, très, très fascinant. Et lorsqu'on prend un peu de perspective face à ce qu'on en voit ou on veut croire et qu'on débute cette aventure-là selon ce qui est basé sur nos valeurs propres, c'est là que ça devient très, très, très intéressant. Parce que pour nous, le départ de cette aventure-là, je peux me permettre oui. De me lancer dans le sujet alors que je cherche mes mots en français. Donc, vous me pardonnerez puisque j'évolue dans l'univers anglo-saxon. Donc, vous me pardonnerez, j'espère un peu, vous m'offrirez un peu d'indulgence. Ouais, donc, l'audience n'est pas méchante, ils sont bienveillants. Non, au contraire. Donc, c'est ça pour nous. On a débuté cette aventure-là, tu vois, sur des bases qui étaient très humaines, d'une part parce que on était une bande de copains ensemble. Puis, on n'a jamais eu la prétention, même ne serait-ce que la vision de faire carrière dans ce milieu-là. Pour nous, ça a débuté. Moi, j'étais à l'université avec
avec un de mes amis qui était en travail social. Donc, c'est vraiment la base très, très, très humaine était déjà au cœur de nos préoccupations. Donc, on se servait de la musique pour pouvoir aller dans certains milieux qui étaient très difficiles, très fermés, des gens qui étaient ostracisés. Donc, nous, on s'est servi de la musique pour pouvoir aller rejoindre une certaine, une, un certain pan de la communauté dans lequel on évoluait, qui était un peu mis de côté, rejeté. Puis ça nous a permis vraiment de faire des rencontres extraordinaires. On a réalisé que la musique était un outil, un outil qui transcendait toutes les différences. Surtout lorsque tu étais en mesure de le faire avec une sincérité et que c'était un désir de communion avec les autres plutôt que une entreprise carriériste. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que ça a débuté. On n'avait aucune forme, on n'avait aucune connaissance du milieu, on savait absolument, absolument rien de comment tout cela fonctionnait, si ce n'est que on avait le désir d'être ensemble, de faire une différence à notre façon. Puis, donc, nos années de formation nous ont amenés doucement en tant qu'artistes, d'abord et avant tout, mais aussi des agents de changement dans différentes communautés. Donc, on était vraiment impliqués dans plein de trucs. Et je crois que comme ça faisait partie de notre mode de vie, on n'a jamais senti le besoin de forcer quoi que ce soit. On s'est jamais questionné à savoir si la façon qu'on faisait les trucs ou la légitimité de notre entreprise, la façon qu'on faisait qu'on menait un peu cette aventure musicale-là était juste. Donc, on s'est jamais véritablement posé de questions, si ce n'est celle qu'on avait envie de continuer parce que ça nous donnait l'opportunité d'être ensemble. Donc, des amis se sont greffés, on est devenu un groupe et lorsqu'on a réalisé que ça devenait sérieux pour nous, je dirais que la véritable première discussion sérieuse est venue sur le fait que, bon, on avait tous, on avait des boulots un peu chacun de notre côté et on en est venu à une position où on a dû dire, bon, OK, est-ce qu'on décide de mener l'aventure un peu plus loin? Si oui, bon, ça va demander qu'on fasse des choix et ces choix-là vont amener nécessairement certaines de nos réalités à changer. Donc, pour nous, on a poursuivi l'aventure. On parle 2006 ici. Donc, ça fait déjà quelques années. Mais puis, avant, oui, excuse-moi, vas-y. Avant, vous travailliez tous dans des milieux différents de la musique. Tout à fait. Nous, on n'a aucun arrière-plan du milieu de la musique. Moi, j'ai fait mes études en travail social à l'université. Et je dis on, parce que nous, maintenant, on est une grande famille. Mais ce qui a débuté, tu vois, ce qui a été la première pousse, je dirais, de cette aventure-là qui est la nôtre, c'est en tant que musicien. C'est que nous, on avait cette merveilleuse plateforme qui nous permettait d'échanger avec les gens. Puis, ça nous correspondait. Les gens aussi se sentaient, avaient de l'intérêt pour nous. Donc, on commençait à faire quelque chose qui était singulier et dans lequel on voulait, nous investir. Mais nous, on n'est absolument pas d'aucun milieu, avec aucune connaissance. On n'a pas non plus été découvert par un label, par une équipe de management ou des trucs comme ça. Nous, c'était vraiment notre aventure à nous. C'était basé sur l'amitié, sur notre désir de liberté, sur notre besoin très fondamental de faire les trucs à notre façon et de pouvoir grandir de cette façon-là jusqu'au moment où on se serait dit, si tel avait été le cas, que bon, OK, on a envie de faire d'autres choses parce que nos intérêts ont soit changé ou la vie nous porte ailleurs. Donc, c'est 2006, c'était une grosse année pour nous de décision parce que on commençait certaines carrières. Donc, on s'est dit, bon, vaut mieux vraiment déterminer tout de suite qu'est-ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie de poursuivre l'aventure? Et nous, on vient tous de milieux excessivement humbles. Donc, le simple fait d'avoir des instruments, c'était très compliqué. Donc, de se réunir ensemble, de prendre des petits boulots pour se consacrer à la musique avait une implication encore plus grande pour nous, puisque déjà qu'on s'était sorti un peu
de pauvreté générationnelle, je dirais, de nous retrouver armés de nos diplômes et de petits boulots à l'arrache comme ça. C'était assez particulier, mais le plaisir d'être ensemble transcendait tout le reste. Et c'est là qu'on a décidé de lancer le truc. Puis, on a loué du matos, on a décidé, on connaissait rien. On a enregistré une première maquette, puis sans trop savoir ce qu'on faisait, évidemment. Puis, de cette petite maquette-là de 6 chansons, 6 mois plus tard, on était en tournée en Europe. Donc, nous, ça a vraiment démarré très, très rapidement pour nous. On fait partie des privilégiés. Il y a eu un ensemble de facteurs. On était très près, comme on était très près des gens, c'était le début aussi des réseaux sociaux. C'était un peu la phase d'innocence, je dirais, de MySpace. C'était l'époque pré-Facebook où l'Internet est devenu très organisé, alors qu'à l'époque, c'était organique. Donc, à travers cette union-là avec les gens, les connexions, les échanges, les partages, ça nous a permis, d'être invités comme ça en tête d'affiche en Europe, alors qu'on n'y avait jamais mis les pieds. C'était pas du tout dans même un rêve qu'on entretenait. Pour nous, encore là, la base, c'était d'être ensemble. Donc, on se retrouve là, un peu, là, il a fallu apprendre, OK, il a fallu prendre tout ça en charge. Bah oui, parce que du coup, pour venir excuse-moi, pour venir en Europe, tu dis que vous avez été invité, mais c'est vous qui avez dû tout gérer, votre voyage, tout. matériel. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'on avait la capacité de le faire, mais aussi qu'on avait envie de le faire. Parce qu'on a souvent tendance à croire que la majorité des artistes, ce qui n'est pas tout à fait faux à un certain point, mais je crois que c'est bien d'avoir cette mainmise sans avoir un besoin de contrôle, mais avoir une mainmise sur la façon de faire les trucs. Parce que c'est ce qui fait en sorte que tu n'es jamais pris tout à fait au dépourvu. Tu comprends aussi dans quel milieu tu évolues, tu comprends les règles, tu comprends un peu ce qui est sous-entendu, un peu ce qui est à l'arrière, qui se cache derrière un peu nos préconceptions. Donc, pour nous, d'aller en Europe cette première fois-là, ça nous a demandé, de tout gérer le truc, de vraiment s'organiser puisqu'on connaissait mais absolument rien. On avait à peine voyagé dans nos vies. On venait de milieux où c'était une impossibilité au final. Donc, on se retrouve là et cette première tournée-là, au retour, on était, comme on avait beaucoup un buzz autour de nous. Beaucoup de gens de l'industrie de la musique nous ont approchés, des labels, des majeurs, tout ça. Puis, nous, ça ne nous intéressait pas. Mais ça montre quand même que c'est une fois que tu es bien développé qu'ils viennent vers toi, quoi. En fait, la vérité, si je suis vraiment honnête, nous, ça faisait... Avant d'être invité en Europe, on avait fait 2 concerts ensemble. Donc, on n'avait absolument aucune expérience de scène. On avait absolument, si ce n'est que très peu, on était armé d'une petite maquette qui était, sympathique, mais on n'avait aucune espèce d'expérience. Puis on n'était absolument pas dans une phase de développement. Et je crois que parce qu'on était conscient de cette réalité-là, on ne s'est pas mis cette pression-là de se dire ou de se projeter ailleurs. On était très conscient de là où on était à ce moment-là. Puis cette période où puisqu'on était en développement, dans notre son, dans notre approche, dans nos connaissances, dans cette cohésion musicale créative, et aussi par le fait même au niveau de tout l'entrepreneuriat. Donc, d'avoir eu cette conscience-là et cette honnêteté envers nous-mêmes nous a fait en sorte qu'on a évité de précipiter les trucs et de courir un peu après l'éphémère, peut-être mirage de la gloire, qui est souvent un peu l'apanage c'est souvent le début d'un grand échec. Mais donc, nous, on s'est tout de suite dit non, ça ne nous correspondait pas. On s'est dit, bon, si on se développe
et que ça nous correspond dans l'avenir, on pourra revoir la question. Mais on s'est vraiment développé à notre rythme. Et je crois que c'est vraiment ce qui, quand je parle avec d'autres musiciens, soit qui commencent ou qui me demandent des conseils, parce qu'on fait beaucoup de conférences, moi, mon partenaire dans le band et en affaires, on fait énormément de conférences à travers le monde. On est dans des conférences de musique, on est invité à aller, on est panéliste, tout ça. Donc, on a ce privilège-là de pouvoir aller partager un peu notre aventure. Puis, pour moi, ce qui est le plus important pour chacune des personnes, c'est on s'inspire de l'histoire des autres. Mais je crois qu'il faut vraiment être en phase avec qui on est, dans la mesure où on se permet d'évoluer aussi. Mais il faut être en phase avec soi-même dans nos rêves, dans nos aspirations. Parce que c'est de cette façon-là que tu peux aller chercher ce qui est nécessaire pour pouvoir y arriver. Et aussi de pouvoir payer le prix lorsque c'est difficile, lorsque cette persévérance-là vient prendre beaucoup de place, lorsque tu dois de vivre avec le rejet, de vivre avec le fait d'avoir l'impression qu'on y touche, mais de réaliser qu'on y est encore très, très loin. Donc, c'est tous ces trucs-là. Pour nous, c'était vraiment ce développement-là de base. C'était la fondation. La fondation, c'était notre relation, c'était notre amitié, c'était notre désir d'être ensemble et cette volonté commune qui était de créer, parce que d'une part, ça nous faisait du bien à nous et on avait cet incroyable privilège de réaliser que des gens étaient vraiment intéressés dans la musique qu'on faisait. Donc, cette petite étincelle de vie a créé toute la suite, mais c'était toute une aventure, je peux vous dire. Mais c'est quand même très intéressant parce que dans ton expérience, j'aime bien ta façon de voir les choses, dire que c'était trop tôt peut-être quand vous avez démarré ensemble d'imaginer signer avec quelqu'un et puis c'était peut-être même pas après forcément votre envie, mais que peut-être ça aurait pu l'être plus tard, mais que tout ça avant vous a servi d'expérience pour tout développer et vous former aussi sur le terrain. Et je pense que beaucoup d'artistes oublient lorsqu'ils débutent et qu'ils écrivent directement des maisons de disques en disant ils vont nous faire un chèque et on va vivre de la musique, mais ils n'ont pas d'expérience. Et c'est quand même important de construire son expérience et de savoir ce qu'on veut en tant qu'artiste. Ouais, puis je crois aussi que, tu vois, que ce soit dans n'importe quelle sphère de la vie, c'est qu'on a tous un peu un peu nos fantasmes qui sont un peu en marge avec la réalité. C'est-à-dire qu'un peu comme ce que tu as mentionné, je vais écrire un label, on va me faire un chèque. Il y a une réalité aussi économique dans laquelle, tu vois, moi, on a débuté au début des années 2006, 2007. C'est vraiment là qu'on s'est formé. Puis, l'industrie de la musique a énormément évolué avec l'avenue du streaming, toutes ces choses-là. Donc, même alors que déjà à l'époque, l'idée d'une compagnie de disques qui allait faire un chèque était déjà une illusion complètement fantasmagorique. Donc, si on avance 15 ans plus tard dans la réalité dans laquelle on vit en ce moment, c'est encore moins une réalité. C'est encore plus. Le fantasme est tellement gros que quelqu'un qui me dirait à moi que c'est la voie qu'il veut emprunter, je lui dirais de déjà commencer à réfléchir à un plan B parce que c'est presque impossible. À moins qu'on soit quelqu'un à moins d'être un produit et que quelqu'un nous forme, quelqu'un nous prend, et là, on devient un peu, on devient une boîte de conserve de l'industrie de la musique. Tandis que à mon avis, lorsque tu as ce désir-là de te former, comme nous, en 2007, on s'est organisé parce que, comme on avait mis ce petit EP démo en vente sur l'Internet, et que là, on a commencé à avoir énormément de ventes. Même pour nous, on n'était pas du tout préparé pour ça. On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Donc, on fait appel aux copains. Bon, est-ce que vous pouvez venir nous aider? On avait absolument aucune idée de tout le processus. Puis, doucement, comme ça, tiens, on a réalisé que, ben oui, on pouvait impliquer les copains, que c'était viable dans la mesure où on décidait que vivre était survivre, mais que le but était d'être encore
d'être ensemble et on avait la possibilité d'être avec d'autres copains. Donc, on s'est vraiment organisé comme ça. On a lancé notre label. Quand on a réalisé, comme on lançait notre premier EP, on dit on va lancer notre label, on va faire nos propres trucs. Et là, c'est de cette façon-là que ça a commencé sur les réseaux sociaux, partager des trucs qui nous correspondaient. Comme on était très impliqués dans les droits de la personne. Donc, moi, je faisais des blogs sur certains enjeux sociaux, des trucs comme ça, mais toujours en lien avec ce qui nous correspondait à nous, ce qui était de notre champ d'intérêt. On s'est jamais arrêté pour se dire, en fait, bon, comment sur une période de 5 ans, qu'est-ce qu'on devrait faire pour pouvoir conquérir le monde? Nous, ça a toujours été, on s'est développé, mais de façon tellement naturelle que je crois que si ça avait été différent, on serait plus ensemble aujourd'hui, on ferait tous d'autres trucs, alors qu'on est tous les mêmes encore, toute la même équipe. La majorité des gens qui se sont joints à nous en 2007 sont encore là avec nous. Eux également se sont développés. On a eu l'occasion de développer plein de trucs avec l'arrivée des nouvelles technologies, tout ça. Mais pour nous, tu vois, c'est en 2009, là, c'était un autre moment très important pour nous collectivement où on a réalisé que là, on ne pouvait plus être... il fallait trouver un endroit où on allait pouvoir établir notre label, de pouvoir faire les répètes, tous ces trucs-là, parce que là, c'était devenu impossible. J'avais une petite maison en banlieue de Montréal et bien que les voisins étaient très heureux de la trajectoire que prenait notre carrière, il était évident et de plus en plus clair qu'il fallait trouver un endroit qui allait être un peu plus sain pour pouvoir continuer à grandir et se développer et également pouvoir permettre au voisinage de pouvoir avoir une vie un peu plus tranquille, disons. Puis, excuse-moi, vas-y. Non, j'allais dire, vous avez trouvé un lieu assez atypique quand même. Ouais, mais tu vois, c'était très difficile de trouver un endroit qui nous correspondait parce que, d'une part, là, ça devenait vraiment sérieux parce que ça devenait... tu vois, il y a une différence entre un peu l'enthousiasme et l'euphorie initiale, alors qu'on réalisait qu'on vendait énormément de notre petit démo, des trucs comme ça. C'était vraiment extraordinaire. Ça nous permet de faire plein de trucs. Et là, on arrive à un point où on se dit, bon, OK, là, ça devient sérieux. Ça nous prend un endroit où on peut à la fois continuer à faire nos trucs du quotidien, c'est-à-dire, bon, les répètes, avoir notre petit studio, avoir un endroit pour pouvoir envoyer toute la préparation pour les paquets qu'on envoyait à l'international, tout ça, mais il fallait également prévoir une expansion aussi parce que nos besoins changent. On devait pas se retrouver dans un endroit où on se serait senti déjà à l'étroit. Donc, c'est très, très difficile. On n'avait pas beaucoup de ressources financières. On était très résilients, mais c'est pas nécessairement avec disons que cette devise qu'est la résilience n'est pas nécessairement ce qui te permet de pouvoir acheter un truc lorsque tu veux ou tu as la prétention de vouloir faire un label et t'installer, avoir pignon sur rue, un studio et tout ça. Donc, ça nous a pris plusieurs mois à trouver un endroit. On n'arrivait pas à trouver un endroit qui allait nous permettre de pouvoir grandir, de pouvoir nous établir, de pouvoir nous évoluer. Et un certain matin, je réalise que, comme au Québec, avec notre arrière-plan catholique, judéo-chrétien, il y a énormément de lieux de culte qui étaient en vente. Donc, les responsables des biens de l'Église étant plus en mesure de pouvoir les entretenir, de pouvoir en avoir autant avec le fait qu'il y avait de moins en moins de fidèles. Donc, on s'est dit, bon, tiens, ça vaut le coup, on va investiguer, on va voir. Puis effectivement, il y avait énormément d'églises à vendre. Donc, mais tous des endroits qui étaient dans un état complètement pitoyable. Que ça nous les gens voulaient, les gens étaient prêts à nous céder pour $1 les lieux.
mais on se disait que c'était presque impossible de pouvoir colmater, de pouvoir réparer, de s'arrêter. C'était fou. Donc, jusqu'au moment où on a trouvé l'endroit extraordinaire qu'on possède encore aujourd'hui, qui est pour ceux qui sont familiers avec le Québec, c'est dans la ville de Drummondville, qui est entre Montréal et Québec, vraiment presque à mi-chemin. Donc, on n'avait jamais mis les pieds dans cette ville. Donc, c'était très, très bizarre pour nous qui étaient très citadins de nous retrouver comme ça, un peu hors de notre zone de confort. Et ensuite, lorsqu'on a trouvé le lieu, je crois que ça nous a demandé, le temps a été d'attente, parce que, bon, eux, ils ont tout le clergé, tout le démarchage était excessivement fastidieux. Donc, ça a pris 1 an entre le moment où on s'est entendu sur un prix d'achat et le moment où on a eu l'occasion de prendre possession du lieu. Donc, c'était une année qui était épouvantablement difficile parce que, d'une part, il n'y a aucune institution financière qui voulait nous offrir un support parce qu'on achetait une église. Donc, c'était complètement fou. Donc, imaginez les agents de banque qui reçoivent dans leur bureau quelques badauds qui, avec le désir de faire de la musique dans une église, disons que, bien qu'on était très enthousiastes et probablement qu'on était très convaincants, sauf qu'il n'y a aucune institution financière qui voulait nous supporter dans l'aventure. Donc, cette étape a tellement été importante pour nous parce que chacun des pas dans la direction qu'on voulait prendre était tellement difficile, il y avait tellement d'obstacles et ça demandait tellement d'énergie à chaque endroit pour se faire dire non au final que je crois que ce moment-là aurait pu, si on n'avait pas été ensemble, si notre fondation n'avait pas été l'amitié, nos relations, je crois pas qu'on aurait eu la persévérance de pouvoir poursuivre. Parce que cette année-là était très, très, très difficile. Donc, on devait faire attention à nos ressources financières pour pouvoir prendre possession des lieux. Ensuite, il fallait réaménager tous les lieux qui, une fois qu'on a pris possession de l'église, on devait tout réadapter, ouais. Ben oui, parce que souvent, les gens ont l'impression que lorsqu'on rentre dans une église, l'acoustique est extraordinaire. Mais c'était tout à fait pas le cas. Donc, et tout était atypique. C'était une aventure qui nous a demandé une autre année. Donc, 2 ans dans une carrière, c'est long. Parce que d'autant plus qu'on avait vraiment un bon momentum et qu'on aurait dû, en fait, relancer un deuxième projet. On avait sorte de trucs comme ça. Donc, de prendre cette tangente et de décider d'investir dans l'avenir alors qu'on est dans une industrie du présent, c'était assez audacieux, je dirais, parce que on aurait pu se planter, mais à tous les niveaux. Donc, ces 2 années-là ont été vraiment assez difficiles, mais c'est ce qui fait en sorte que par la suite, on avait une fondation incroyable. On avait un lieu qui nous permettait de faire des répétitions. On avait un lieu qui nous permettait d'avoir notre studio, d'avoir nos bureaux, d'avoir tout cet endroit de réception. Également j'ai pas le mot en français, comme on faisait tout le shipping ensemble, donc tout les achats, quoi. Ouais, puis aussi la préparation. On a notre propre... tout ce qui est pour les envois. Voilà, exactement. Donc, nous, et à chaque étape, on devait tout apprendre. Et nous, on est complètement indépendants. Donc, chaque étape, on avait notre studio, donc il fallait devenir réalisateur. Il fallait apprendre à capter le son, tous des trucs comme ça. Comment on gère un label? On n'en avait aucune idée. Donc, chaque étape nous permettait d'apprendre. Chaque étape, chaque nouveau développement dans notre carrière nous permettait de pouvoir développer un autre secteur d'activité. Donc, nous, on était en tournée, on n'avait aucune merch, on n'avait pas les moyens d'avoir ne serait-ce que des vêtements.
pour nous, était toute une aventure. Donc, mais on s'est développé, on a appris. Donc, aujourd'hui, on a développé notre côté merchandising, on a notre propre, ce qu'on appelle la fabrique, donc où on confectionne absolument tout, on fait nos propres affiches en silkscreen. Maintenant, on fait également nos propres vinyles. Donc, on s'est vraiment développé sur les 12 ans, en plus de faire des tournées, de se développer en tant qu'artiste, de lancer des albums, et de mener ces deux carrières de front. C'est excessivement exigeant parce que de se dire DIY, c'est un terme qui est très sexy quand tu n'as pas nécessairement d'autres alternatives. Mais en contrepartie, lorsque tu te dois de travailler 7 jours semaine et de vraiment t'investir à fond dans ta carrière et également dans ton entreprise, là, disons que cette avenue se demande d'être véritablement une vocation parce que c'est presque impossible de pouvoir maintenir le rythme si ce n'est pas si c'est pas vraiment une décision qui est prise. Parce qu'il y a une nécessité aussi. Passion, hein. Ah ben oui, parce que parfois c'est une nécessité. Si tu n'as pas l'alternative, bon, tu dis je me dois de le faire, je vais le faire jusqu'à un certain temps, un certain point. Mais nous, c'était vraiment une décision. Donc, cette décision-là étant basée sur nos valeurs, c'est ce qui fait en sorte que lorsque c'est plus difficile, lorsque c'est demandant, des trucs comme ça, on se rappelle, en fait, on n'a pas besoin de se rappeler pourquoi on fait le truc parce que ça nous correspond, c'est ce qu'on est, c'est notre culture d'entreprise, c'est notre culture en termes d'amitié, c'est ce qui nous tient les uns avec les autres et nécessairement ce qui devient le fruit de nos relations, bien, c'est le travail, c'est la nature de la façon avec laquelle on entreprend nos projets. Donc, c'est vraiment c'est la fondation. Donc, de trouver cette fondation dans chacun d'entre nous, c'est excessivement important parce que c'est autant aller sur une label, qu'elle soit indépendante ou une majeure, c'est pas toujours ce qui est nécessaire pour certains artistes, au même titre que parfois, c'est extraordinaire parce que l'artiste n'a pas envie de voir se taper tout le reste. Et c'est OK. Pour moi, ce qui est important, j'ai jamais de jugement envers quelqu'un qui préfère aller par la voie traditionnelle, c'est-à-dire, bon, avec un management, contrat de disque, tout ça, un peu plus la façon un peu plus classique de faire les trucs. Parce que si la personne est honnête avec elle et qu'elle se dit, ben moi, j'ai pas envie de faire tout ce que tu fais, toi, Alex. Moi, j'ai aucun ascendant avec ça. Ben, moi, je dis, génial, tu t'écoutes et tu te respectes. Donc, c'est là l'importance de bien établir sa fondation et de bien être en phase avec ce qu'on devient à travers aussi cette évolution, à travers les expériences, à travers le temps qui passe, à travers les différentes alternatives qui se présentent à nous. Donc, c'est là que ça devient excessivement important parce que on passe rapidement du rêve à la réalité dans le milieu, que ce soit de la musique, le milieu des arts en général. Parce que le fantasme fait rapidement place à un lundi matin où que, ouais, c'est pas moi qui le fais, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Oui, et c'est comme tu disais dans votre parcours qui est hallucinant quand même. On voit la persévérance et le courage quand même qu'il y a autour de ça. Mais la connaissance aussi, la connaissance certaine du milieu, parce que comme tu disais, un artiste peut dire, moi, j'ai pas envie de m'occuper de tout ça, je préfère passer par la voie traditionnelle. Mais souvent, il n'a pas non plus l'expérience et la connaissance sur tout ce qui est contrat, les pourcentages. Et c'est souvent, une fois qu'il a signé, il fait, ah ouais, mais en fait, je gagne que ça à la fin. Et bah oui, parce qu'il y a une équipe qui s'occupe de toi derrière. Ben ouais, Donc, en fait c'est déjà ça, une bonne nouvelle si la forcément. personne gagne. C'est déjà une bonne nouvelle si la personne gagne à la fin. C'est ça. Mais oui, tu as raison. Il y a une responsabilité qui incombe aussi à chaque personne, peu importe la direction qu'on décide de prendre ou le chemin qu'on décide d'entreprendre. C'est clair que pour nous, tu vois, au début, on glanait de l'information à droite et à gauche. Je me rappelle, nous, on a débuté un peu cette prise de connaissance du milieu avec un livre qui s'appelait La Bible de la musique indépendante, qui a été écrite par un membre d'un band, d'un groupe canadien, qui avait eu un certain succès dans les années
peut-être 90, et qui partageait son savoir. Donc, pour nous, on a armé d'un livre, on a réussi à établir ce qu'on est devenu aujourd'hui. Mais encore faut-il que tu comprennes et que tu admettes que tu te dois de faire cette démarche-là. Parce que c'est clair que tu peux y aller instinctivement, ce qui est bien, parce que tu as certaines envies, des trucs, tout ça, mais il y a une réalité également organisationnelle qui prend place. Parce que comme tu dis, les contrats, des trucs comme ça, c'est assez... lorsque tu débutes à faire... à partager ta musique, des trucs comme ça, les droits sur les chansons. Il y a énormément de trucs que nous, on a appris et que, heureusement que c'était la Fondation était notre amitié parce qu'on a fait des erreurs épouvantables aussi à travers les années. C'est normal. Il y a cette phase d'apprentissage et on en fait encore aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs parce que c'est ce qui fait en sorte que tu grandis lorsque tu apprends ces dernières nécessairement. On a fait des trucs... parce que nous, lorsque ça commençait à bien fonctionner, on avait un peu plus de, on était en mesure d'avoir un peu plus de ressources financières. Donc, on avait envie de lancer une communauté, des trucs comme ça sur l'Internet. On était très, très, très axés sur tout ce qui était web au début. On a fait des erreurs épouvantables. Des sites non fonctionnels qui coûtaient une fortune, c'était compliqué. Qui disaient, on a tellement fait de trucs comme ça, mais vous avez malgré appris. tout, oui, mais malgré tout, ça n'a jamais éteint les envies. Et c'est surtout ça qui est important. Parce que lorsque tu t'écoutes, lorsque tu as ta fondation, tu sais pourquoi tu fais des trucs, ensuite, tu vas avoir un désir de pouvoir te développer, de pouvoir communiquer avec les gens, dans quelle mesure tu veux le faire. Donc, nous, comme tout l'aspect social était tellement présent et faisait partie un peu de du cœur qui tenait tout en place, ça faisait tout son sens. Il y a certaines choses, ensuite, bon, comme on exploitait tous nos trucs, c'était vraiment intense, nos journées étaient complètement folles, on réalisait qu'on avait pratiquement plus le temps de faire de la musique. Alors que c'était pour ça. Parce que le label, vous l'avez créé autour du groupe, en fait. C'était oui, mais plutôt tout à pour fait. vous produire, vous. Tout à fait. D'ailleurs, vous produisez d'autres groupes aujourd'hui ou c'est vraiment toujours... Ouais. On produit d'autres groupes aujourd'hui. Et encore, c'est des trucs qui nous... on aime aider les gens, on aime supporter. Nous, tu vois, notre éthique, c'est de dire, lorsque des gens nous approchent, moi, mon premier conseil va être, lance-toi, lance ton propre label. Tu n'as plus besoin, si quelqu'un a le désir et a la résilience de le faire, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on évolue, tout est possible. Surtout que c'est très, très, très difficile, c'est contingenté, c'est saturé. Il n'y a jamais eu autant de musique qui a été partagée sur le web. Donc, de pouvoir être entendu dans ce contexte où il y a énormément de bruit, c'est excessivement difficile. Il y a de moins en moins de publications qui vont prendre une chance de faire découvrir certains groupes. Donc, l'avenir des podcasts, comme celui que tu as mis sur pied, est excessivement important, c'est extraordinaire. Donc, de trouver ta niche, c'est la base aujourd'hui parce que tout le monde a envie d'être entendu du plus grand nombre. Moi, quelqu'un qui me dit « Ah non, moi, j'ai vraiment envie que mes 3 potes faire une carrière, c'est cool, je demeure très, très underground et tout ça. » Ah, OK, ouais, c'est cool, mais à mon avis, quand tu es un créateur, tu as envie de partager avec les gens. Donc, et c'est de plus en plus... Donc ça, c'est un grand défi parce que, comme je disais au tout début, c'est que en 2006-2007, c'est un peu l'ère de l'innocence. On pouvait communiquer avec les gens. C'était un peu le Far West de l'époque de l'Internet, des réseaux sociaux. Donc, il y avait énormément de place pour des gens qui étaient innovateurs. Nous, on était dans les premiers qui avons commencé à faire des prestations en direct sur l'Internet. Ah oui. On parle de 2008. On diffusait sur notre plateforme MySpace. Donc, on était en concert à Montréal.
et on diffusait sur la planète web. C'était j'aime, à moins que je me trompe, c'était plutôt rare. Donc, on a vraiment développé ce côté-là très à la fois créatif, mais qui nous convenait parce que comme on s'exprime en anglais, et que notre musique avait une portée globale, donc, et qu'on n'avait pas les moyens de pouvoir partir en tournée à travers le monde. Donc, nous, de pouvoir répondre à ce problème-là dans lequel on se situait, bon, mais pour nous, oui, on va se diffuser sur le web. Donc, ça nous permet de pouvoir, d'une part, partager notre musique, de pouvoir valoriser nos valeurs communautaires, tous ces trucs-là, donc pour que les gens puissent connecter entre eux. Donc, pour nous, comme si c'était pas dans un but c'était plutôt de une réussite. expérimentation, quoi. Ben oui, puis aussi, c'est que on était face à un problème et c'était une façon de pouvoir à la fois répondre à ce problème-là, mais dans nos valeurs. Donc aujourd'hui, c'est ça la grosse différence pour moi. Excuse, vas-y. Non, vas-y, je te laisse terminer. Ben, et tu vois, lorsque tu es confronté à des situations comme ça va toujours te ramener à toi en tant qu'individu. Et si tu es honnête avec toi-même et que tu suis ton instinct basé sur tes valeurs, c'est plutôt rare que tu vas te tromper. Tu n'auras peut-être pas nécessairement les dividendes que tu aurais aimés ou qui seraient en phase avec l'effort que tu lui as investi. Mais pour moi, je regarde jamais une situation ou un problème avec le gain derrière. Pour moi, c'est toujours, OK, quel est le but avoué? Est-ce que c'est de communiquer avec les gens? Est-ce que c'est de diffuser ma musique? Est-ce que c'est de créer un pont entre les gens? Quel est le désir véritable? Et lorsque tu es honnête avec toi, ça te permet par la suite de trouver des moyens qui vont être également fondés dans cette honnêteté-là. Parce que la majorité des gens aujourd'hui, du moins dans ce que je vois quand on fait des conférences, c'est que la première question que l'auditoire qui est souvent constitué de jeunes artistes vont poser comme question, c'est mais comment je peux faire pour réussir? Mais pour moi, je me dis, la réussite, c'est un peu illusoire. C'est quelque subjectif. Chose ben oui. En fait, la vraie question, c'est pas comment je peux faire pour avoir du succès, c'est comment moi, je peux m'établir et avoir une carrière et voir ce que je vois sur les réseaux sociaux et me dire, voici, ça, c'est moi, je suis parvenu, je fais des grandes tournées, tout ça. Donc, il y a cette part d'illusion qui est très profondément enracinée dans chacun d'entre nous, peu importe le milieu dans lequel on évolue, et cette part d'honnêteté qui doit prendre de plus en plus de place afin que ces illusions puissent... C'est une grande différence entre avoir une vision et nourrir des illusions. Je crois que nourrir une vision provient de cette honnêteté, de vouloir aller de l'avant, de pouvoir accomplir des trucs, de pouvoir donner naissance à des moments. Tandis que toute la part d'illusion, ça nourrit énormément les frustrations de ne pas avoir. Ça nourrit également cet aspect où on regarde d'autres qui réussissent et ça crée en nous une part de jalousie. Donc, ça crée énormément de sentiments négatifs parce que force est d'admettre que tu peux travailler énormément et quelqu'un d'autre a un coup de bol et voilà, sa carrière est lancée. Alors que toi, tu travailles depuis plusieurs années, tu bosses et tu as l'impression que tu n'as jamais eu cette chance. Donc, c'est un milieu qui est très, très, très difficile parce que tu n'as pas le fruit de tes efforts. Et ça, il faut que tu le reconnaisses au début, que tu peux travailler pendant 15 ans à t'établir et après 15 ans réaliser, ça fait 15 ans que je répète la même année après année après année après année. Ça, c'est terrible comme sensation. Donc, il faut être en phase avec nos valeurs. Oui, parce qu'on ne peut rien prévoir, en fait. C'est impossible. C'est impossible. Même les majeurs tentent il y a énormément de copinage, énormément de... Tout est organisé. Les plateformes de musique en continu, de streaming,
appartiennent aux majeurs. Donc, faut comprendre que c'est une machine et si tu ne vas pas changer les règles, c'est impossible. C'est pour ça qu'on dit l'industrie de la musique. Oui, c'est bien ainsi lorsque tu es prêt à le reconnaître. Tu n'es pas contre la machine. Tu fais ton propre chemin. Et ce qui est extraordinaire de cette façon de faire-là, c'est qu'il n'y a pas de limite. Tu détermines la façon que tu vas faire les trucs. Tu détermines jusqu'où tu es prêt à aller et tu détermines pendant combien de temps tu as envie de le faire. Donc, c'est basé sur ce que toi, tu as envie avec tes amis, si tu as la chance de pouvoir partager avec des gens un rêve, une vision et d'y investir ton existence, c'est extraordinaire. Mais évidemment, tu vois, tu dois y travailler. Tu dois vraiment t'y consacrer complètement parce que personne ne va le faire pour toi. Du moins, pas de cette façon-là. C'est qu'il faut de l'investissement humain. Presque plus que financier ou matériel. Ah ben oui, parce que tu vois, si les auditeurs avaient l'occasion de voir mon studio, je pourrais te partager l'adresse si tu veux. Mais oui, c'est complètement, comme ça, je partagerai. C'est fou ce qu'on a réussi à accomplir, mais je n'ai pas peur de dire et d'admettre que je suis un privilégié d'une façon incroyable, mais ce privilège vient du fait que... Tu te l'es créé quand même. Oui, parce qu'on était ensemble. C'est le pouvoir du groupe, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de cette amitié profonde, de se dépasser pour l'autre. Donc, il y a cette force dans le groupe qui nous a permis, nous de poursuivre cette croissance, de pouvoir nous réunir, de pouvoir vivre des trucs ensemble. Donc, nous, cette force, on la puise dans nos valeurs humaines. D'autres personnes vont pouvoir aller chercher, puiser cette force dans la création peut-être, dans leur vision qui est leur. Mais je reviens toujours sur ce mot, c'est toujours une question de fondation. Toujours, toujours, toujours. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, non seulement on continue à faire de la musique, mais il faut être, tu vois, notre défi à nous, c'est d'être hyper organisé parce que c'est très, très, très facile de perdre de vue la raison pour laquelle on fait tout ça, qui est de faire de la musique ensemble. Parce que nous, c'est pas la musique qui vient servir notre côté d'entrepreneur, c'est l'inverse. C'est nous, toute notre structure est là pour supporter notre désir de partager, de créer, de vivre des moments avec les gens. Donc, il faut maintenir l'emphase et le regard sur la majeure, c'est-à-dire la création, mais c'est très difficile. Donc, d'ailleurs, on est déjà dans cette période-là pour nous, tu vois, où on doit déjà projeter jusqu'en 2024 des trucs, mais si quelqu'un me demande quand as-tu envie de lancer un prochain album, il y a 2 semaines, j'ai lancé un projet. On me demande déjà. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de discussions, faut être... je sais que je répète énormément le mot honnêteté, mais je vois pas de quelle façon je peux l'imager d'une autre manière. Vraiment, faut que tu t'écoutes. Faut que tu suives ton... faut être sincère et honnête, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, exact. Mais en fait, vous n'aviez pas du tout d'idée de business model, même par la suite, parce que ce n'était pas l'objectif, en fait, de réfléchir à comment vivre financièrement de cette activité. C'était vraiment comment vivre humainement avec ce label et autour de votre musique. Oui, puis aussi, je dirais que c'est de pouvoir trouver des inspirations de l'expérience de d'autres. Mais tu vois, comme le label Discord à Washington, qui a été fondé par Ian MacKaye, qui est le chanteur des Fugazi, Minor Threat, vraiment des pionniers du hardcore américain. Nous, on a vraiment calqué notre modèle
par la suite sur le label de Ian parce que c'est basé sur des valeurs humaines, des valeurs fondamentales communautaires. Donc, on a trouvé ce petit label, puis on s'est dit, bon, ben voilà, si on avait eu à fonder un label auparavant, c'est exactement ça qu'on aurait fondé, mais eux avaient toute l'infrastructure. Donc, on a pu s'inspirer aussi tout en demeurant nécessairement en être envers nous-mêmes, mais on a réussi à pouvoir s'inspirer parce qu'on était conscient de nos valeurs, on était conscient de notre identité. Donc, c'est plus facile d'aller s'inspirer de trucs qui correspondent, dans lesquels tu te vois, tu te reconnais, que de simplement dire, bon, ben voilà, voici mon modèle de business, puis on verra par la suite. Je crois que lorsque tu peux glaner autour des informations qui te ressemblent, et là, ça te motive, ça te propulse, ça t'amène à vivre certains succès, certains trucs, ça te donne des envies. Donc, pour nous, c'était vraiment cette façon-là. Puis aussi, un peu, je crois, comme en France, ce qui nous a beaucoup aidé à un certain point, c'était tout le support aussi de la structure gouvernementale où, alors on a atteint un certain point, on avait besoin de ce support de bourses, de trucs comme ça, des supports financiers qui a pu nous permettre, nous, de pouvoir aller à l'autre étape parce que on était arrivé à un point où on ne pouvait plus se développer parce que on était arrivé au bout de nos capacités, on était arrivé au bout aussi de nos ressources financières. Donc, on est arrivé à un point qu'on avait besoin de ce souffle additionnel qui allait nous permettre de pouvoir franchir l'autre étape. Et donc, de comprendre également cette structure, toute un peu cette culture-là, ça aussi, ça a été un gros apprentissage pour nous parce que, d'une part, on avait le label à s'occuper, les différents départements du label, on avait notre carrière musicale qui prenait beaucoup de place. Et là, d'arriver à un point que, OK, on réalisait que on avait besoin d'un coup de main et on devait apprendre un certain langage qu'on ne connaissait pas du tout, qui était tout le langage structurel organisationnel des structures gouvernementales qui viennent de l'aide aux entreprises, des trucs comme ça, entreprises culturelles. Mais pour nous, c'était complètement inconnu parce que jusque-là, alors que beaucoup d'autres labels ont le support financier de l'État en raison de leurs performances ou des trucs comme ça. Nous, jusqu'à ce point-là, on était complètement indépendants. On n'avait aucun support de rien. C'était vraiment la vente d'albums du groupe qui finançait tout le reste. Donc, c'était complètement... on agissait comme un vieux modèle d'entreprise dans une nouvelle ère de l'entertainment business. Donc, lorsqu'on a réalisé que c'était pas viable sur le long terme et ça mettait énormément de pression sur chacun d'entre nous au niveau créatif de devoir sortir des trucs. Donc, on s'est dit, bon, il faut faire attention de ne pas devenir ce qu'on s'est toujours dit qu'on ne voulait pas être associé à, c'est-à-dire, bon, mais on doit lancer un album pour pouvoir continuer à opérer. Mais non, on lance un album parce qu'on a le désir de partager un truc. C'est pas dans une nécessité économique. Donc, c'est toutes des étapes comme ça où nous, on a eu à se poser la question entre nous, dire, oh, là, je crois qu'on arrive à un point que soit on change nos valeurs parce qu'on a changé, ou on réalise que notre modèle d'affaires se doit changer pour respecter nos valeurs. Donc, il y a énormément de communication dans tout ça aussi. Là. Je parle de mon expérience personnelle parce que nous, on est plusieurs dans le groupe, dans notre entreprise. Donc, là, il a fallu réapprendre à comment gérer notre entreprise. Il a fallu réapprendre à avoir la comptabilité, tous ces trucs-là. Nous, on est parti là, d'absolument 6-0. 0 me semble déjà beaucoup. Point de départ, tellement on est parti de rien. Donc, chaque étape, tu dois te réévaluer. Chaque étape, tu dois analyser, tu dois faire un retour, tu dois regarder. Puis en même temps, on est tous des potes.
Donc, au niveau personnel, relationnel, ça met énormément de pression aussi parce qu'on ne s'est pas développé tous au même rythme. On ne s'est pas développé dans les mêmes sphères non plus. Donc, à un certain point, il y a de la tension parce qu'on réalise que bon, moi, j'ai plus de travail que toi. J'ai l'impression que toi, tu prends pas ça au sérieux. Donc, l'aspect humain est constamment mis au défi. L'amitié est constamment mis au défi. Tout ce qu'on a construit est toujours sous haute tension parce que c'est une people's business. C'est une entreprise basée sur les gens. Donc, si tes relations s'étiolent, si ces valeurs-là commencent à s'effriter, là, c'est vraiment très dangereux pour une entreprise comme la nôtre, qui est un peu une entreprise familiale, au final. Donc, et à travers les années, c'était difficile. Il y a eu des périodes, nous, qui c'était très tendues parce que on avait l'impression que il y avait un manque d'équité au niveau de la prise en charge. Il y avait un manque peut-être d'investissement. Des efforts. Ouais, parce que tu vois, nous, ça fait déjà 15 ans qu'on fait ça à temps plein. Donc, on a eu il y a eu plusieurs saisons, des choses. On a vécu des moments d'euphorie incroyables, de la même façon que on a failli tout perdre à certains moments. On s'est associé avec des gens qu'on croyait être des amis, qui au final profitaient de la situation du fait que nous, on était partis en tournée. Donc, plein de trucs comme ça parce que c'est humain. Et si tu négliges le facteur humain de cette entreprise-là, ça va être voué soit à l'échec ou tu vas devenir une entreprise qui va être un peu sur le modèle structurel d'un majeur ou d'une compagnie indépendante, mais très carrée, très structurée. Tandis que nous, c'est une business qui est gérée par des artistes. Donc, ça bouge, ça évolue, c'est en constante évolution. Tandis que quand tu es dans un truc qui est une maison de disques, une boîte de production, mais ça, c'est carré. Donc, peut-être que ça correspond plus à d'autres, mais nous, on aime cette flexibilité, on aime pouvoir être en mesure de faire des projets qui, aux yeux des autres, sont complètement fous, mais si nous, on y croit, on va vraiment se lancer et on va vraiment aller jusqu'au bout du truc. Tandis que lorsque tu es dans un label, c'est un peu plus traditionnel, un peu plus conservateur aussi, parce que d'une part, il y a une véritable réalité économique. Parce que c'est pas, même pour nous, faut en prendre conscience. J'ai lancé un album il y a 2 semaines, puis ça fait partie d'un cadre économique. Même si je veux me dire ou tenter de me faire croire que non, c'est bon, il y a des gens, il y a des agents de presse, il y a de la pub, il y a des trucs comme ça. Donc, et c'est pas mal. Au contraire, souvent on a une perspective que lorsqu'il y a l'aspect financier autour de l'art, c'est que nécessairement l'art va être perverti. Alors que pour nous, on se dit que les ressources financières sont au service de l'art. Oui. Donc, ça nous permet de pouvoir partager avec toi aujourd'hui, ça permet de pouvoir partager avec d'autres demain, des trucs comme ça, mais il faut quand même que tu comprennes que c'est dans une structure économique où si j'en prends pas conscience et je le néglige, ben ça va être probablement mon dernier album. Oui, parce on a quand même besoin d'argent, comme tu dis, pour faire la promotion, pour payer tout ce qu'il y a autour d'un projet musical, pour pouvoir le sortir, pour le rendre visible. C'est sans, je t'en prie à tes souhaits. Sans côté financier, c'est très compliqué de développer un projet, il ne faut pas se mentir. Ben, c'est impossible. C'est impossible parce que il y a tellement de frais, il y a tellement de trucs, c'est inimaginable. Donc, de te développer au maximum à l'interne, pour nous, c'était un peu notre salut dans la mesure où on était en mesure de pouvoir minimiser les coûts réels
qui est de faire constamment, avoir recours constamment à des professionnels pour faire le boulot que tu peux faire. Mais ça vient toujours avec un prix parce que tu peux le faire toi-même. Donc, avec les années, tu développes ton réseau de contacts, tes trucs. Tu vas faire des alliés aussi à travers les années, des amitiés, le courant va passer avec certaines personnes. Mais ça prend du temps. C'est difficile parce qu'il y a de moins en moins d'acteurs dans le milieu dans lequel on évolue. Il y a de moins en moins de publications. Il y a de moins en moins... Les radios, c'est hyper formaté. Ici, juste pour nous, aux États-Unis, par exemple, bon, ça appartient presque tous aux mêmes propriétaires. Donc, c'est toujours le même truc. C'est toujours les mêmes artistes qui sont... chez qui nous, sont c'est diffusés, pareil, hein. des trucs comme ça. Mais vous, ce qui est intéressant comme au Québec, lorsque tu t'exprimes en français, pour nous, j'allais dire facile. C'est faux, c'est jamais facile. Mais disons que c'est plus de t'exprimer en français au Québec, par exemple, tu as plus de possibilités parce que nous, il y a des règles qui viennent protéger la culture francophone, il y a des trucs comme ça. Donc, les radios se doivent d'avoir du contenu francophone, d'avoir du contenu local. Donc, on a aussi des quotas comme ça, mais c'est pas toujours bien respecté. Ouais. Bon, je présume, ouais. Disons que c'est ça, dans les heures de grande écoute, c'est la musique américaine et anglaise et la nuit, c'est là où le quota se fait entendre. Oui, souvent. Mais quand même, il y a cette structure pour les artistes francophones et je crois que c'est excessivement important. J'ai jamais moi, bien que je m'exprime, ma façon de m'exprimer artistiquement est en anglais, je me suis jamais senti dans une position où je pouvais éprouver de la jalousie envers les autres, parce que c'est important qu'il y ait cette structure culturelle pour préserver ta culture dans un bastion anglo-saxon. C'est important, c'est nécessaire. Moi, j'ai fait un choix qui me correspondait, mais c'est pour certains autres artistes, ils se doivent d'avoir cette fondation, ils se doivent d'avoir cette infrastructure-là. Et pour moi, je dois admettre que je n'aurais pas, je serais pas en mesure de pouvoir avoir ce support-là. Et c'est OK, parce que pour moi, j'ai fait des choix et c'est la résultante de ces choix-là. Mais tu vois, aux États-Unis, ici, il n'y a absolument aucun support pour les artistes. Donc, d'avoir de trouver des partenaires, que ce soit un label, un producteur, c'est excessivement important parce que t'as presque, c'est pratiquement impossible de t'établir, de te lancer. T'as pas de structure. Donc, nous, que ce soit, je crois, vous avez un peu la même chose en France, mais pour nous, d'avoir quand même eu l'occasion d'avoir recours à ce support de l'État nous a permis, nous, de pouvoir aller beaucoup plus loin par la suite parce qu'on avait déjà toutes nos années de galère, on avait déjà investi dans notre structure, dans tous nos trucs. Donc, par la suite, ça nous permettait de pouvoir peaufiner tout ça, de pouvoir avoir un peu plus de temps à consacrer à ce qui est la majeure pour nous, ce qui est la musique. Mais c'est pas tout le monde qui a toujours cette possibilité-là. Oui. C'est vrai qu'on a aussi des subventions, un financement en France, mais c'est vrai que pour un artiste indépendant qui démarre, c'est très compliqué quand même d'y avoir accès parce qu'il y a certains critères qui sont difficilement atteignables quand on débute. Ben aussi, si je me permets pour avoir été des deux côtés, parce que nous, lorsqu'on a débuté, on était conscient de cette réalité-là. Puis, effectivement, on a appliqué dans plein de trucs. On tentait
d'être conscient de cette structure-là qui était disponible. Mais comme tu dis, tu as tout à fait raison. Lorsque tu débutes, c'est presque impossible si tu n'es pas super. Tu te dois d'être endossé par des gens qui sont déjà connus, des trucs comme ça. Et aussi, il faut bien se le dire, c'est une industrie qui prend soin d'elle. Donc, chaque nouveau joueur qui se joint à la fête, ben, disons que les ressources se subdivisent en plus grand nombre. Donc, c'est une chasse gardée. Donc, il y a énormément de copinage. Les gens sont un peu plus réfractaires à incorporer des nouvelles personnes, des nouvelles compagnies, des trucs comme ça. Donc, il y a également cette réalité-là où, une fois que, même lorsque tu es établi ou tu as une bonne fondation, tu te butes quand même à cette réalité-là qui est la réalité, encore une fois, économique. Alors que je peux aimer et être ami avec énormément de gens du même milieu que moi, qui ont eux-mêmes leur label, qui ont leurs artistes, tout ça, mais et bien que nous, on a une vision qui n'est pas compétitive, mais c'est un milieu qui est excessivement compétitif. Et dans certains cas, tous les coups sont permis. Et c'est terrible pour certaines personnes, c'est terrible. Parce qu'il y a certaines compagnies qui s'en remettent pas aussi. Des compagnies qui sont là depuis de nombreuses années. Mais c'est une industrie qui est tellement fragile, tellement vulnérable que un échec, tu peux relativement survivre. Un deuxième échec, ça va vraiment venir affecter ta fondation. Mais lorsque tu enchaînes certains... Et quand je parle d'échec, c'est d'avoir investi beaucoup de ressources dans un projet et ça être trompé. Ou pour un nombre incalculable de situations hors de son contrôle, ça ne fonctionne pas. Ou il y a eu, on a mal évalué le truc, on a sous-estimé certains facteurs ou on a surestimé certains facteurs. Donc, il y a toute cette dimension-là aussi que on partage de la culture en espérant que les gens vont la recevoir, vont se l'approprier. Mais lorsque tu partages un album, par exemple, et qu'au final, ça s'avère un échec commercial, entre guillemets, ben, il n'y a personne qui... Ce que tu as investi de cœur, de temps, d'argent, c'est cruel. C'est excessivement cruel. Tandis que si tu évolues dans un autre milieu, par exemple, et que tu produis un truc, ça demeure que ton truc, tu peux éventuellement arriver à un moment où tu fais tes frais. Mais lorsqu'un album est un échec, pour plein de raisons qui sont un peu incompréhensibles parfois, ben tu peux plus. Faut que tu fasses un autre truc. Faut que tu te puisses te réinventer. Il faut que tu puisses vraiment réanalyser rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais on est dans un milieu culturel. Ce n'est que l'erreur. Et c'est la beauté de la chose. Donc, il y a cette réalité-là aussi, que peu importe le travail, nous, ça fait 15 ans, mais on n'est absolument pas à l'abri de disparaître. Absolument pas. L'environnement évolue aussi tout le temps autour de nous. Les oui. technologies, les façons de consommer la musique, les façons de faire, c'est sans cesse en bouleversement. Oui, et le streaming a fait énormément mal, non seulement aux artistes, mais à des compagnies indépendantes, des petites boîtes de prod comme nous. Donc, l'investissement dans l'enregistrement demeure quand même dispendieux. Ça prend quand même un très gros pourcentage du montant alloué sur un projet, mais en contrepartie, c'est très difficile de pouvoir tabler sur ce produit-là dans la vente si on parle strictement économique. Donc, tu dois te réinventer, mais on voit, les gens nous disent aujourd'hui, ils font la promotion pour les artistes pour faire des concerts en ligne, en virtuel, en donnant des modèles, en disant, oui, Justin Bieber a fait
tant de centaines de milliers de dollars de profit en faisant un truc comme ça, ou tel les Foo Fighters, ou on peut prendre Indochine. Oui, mais c'est normal, c'est l'exception, c'est le 1% de toute l'industrie de la musique. Eux, peu importe ce qu'ils feraient, ça va fonctionner. Oui, parce ils sont établis, ils ont une audience ben qui voilà. les suit. Ben oui, donc, c'est ce que je dis, c'est que c'est une industrie qui est à plusieurs paliers et il y en a qui sont dans la stratosphère. C'est impossible. Les montants d'argent qui sont investis dans certains artistes. Aussi, les gens ne jouent pas franc jeu, donc tu réalises que c'est comme nous, Drake à la maison au Canada, avec Justin Bieber, deux des plus grands artistes en ce moment en termes de popularité. Mais ils ont des milliards de views, des milliards d'écoutes, mais les dés sont souvent clippés aussi. C'est une question de perception, c'est de l'image. Et si tu veux entrer dans la danse, si tu veux aller dans ce milieu, tu dois accepter cette réalité-là. Tu dois accepter que tu ne te bats pas avec les mêmes outils que les autres. Et c'est une réalité qui est comme ça. C'est même pas, je peux même pas dire que c'est injuste parce que c'est un fait établi. Et la majorité des gens qui débutent dans cette merveilleuse sphère qui est l'industrie de la musique le réalisent assez rapidement. Parce que si tu te lances en croyant que tu peux faire ton chemin en ayant selon les mêmes règles que les autres, c'est faux. Ça s'applique pas à toi. Donc, c'est ça aussi. Être un produit d'une grosse label, tu viens avec une machine, mais tu leur appartiens. Si ils n'arrivent pas à faire de toi un produit qui est rentable, ben, c'est fini. On va passer à un autre. Tu vois, moi, une des choses les plus extraordinaires qu'un agent on appelle ça les A&R dans les compagnies de disques, ceux qui recrutent les groupes, m'a dit, c'est le plus extraordinaire, la plus extraordinaire des réalités qui m'a été donnée d'entendre au début de mon aventure. J'étais dans les bureaux d'une majeure au Canada et eux voulaient absolument signer mon projet. Puis, et ils avaient en tête que je puisse calquer ma musique sur un autre groupe qui était populaire à l'époque. Puis moi, j'ai dit, ben non, moi, si vous êtes intéressé dans ce que je fais, c'est parce que vous aimez ce que je fais et non pas parce que je peux devenir un clone d'un autre truc qui fonctionne. Et c'est la puissance de la rhétorique qui a suivi. Le type s'avance vers moi, se penche. Déjà, on sent que le rapport de force est très clairement établi. Et il me dit, tu sais, Alex, il y a personne qui a besoin de ton album. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'un album. Donc, si c'est pas toi, ça va être un autre. Est-ce que tu comprends? Okay. Tu vois, et ça, c'est la mentalité de l'industrie de la musique parce que c'est vrai. Ils n'ont pas besoin de mon album, ils ont besoin d'un album, peu importe de qui, parce qu'eux, leur job, c'est de sortir des disques. Peu importe quel est le nom qui apparaît sur la pochette, peu importe le visage et le style, ou peu importe, c'est une industrie. C'est comme ça, il faut comprendre, c'est une industrie qui fabrique du rêve. Donc, pour moi, d'avoir entendu ça, c'était tellement révélateur. Et c'est là, pour moi, j'ai eu à confronter mes propres illusions, mes propres fantasmes, me dire, bon, et de faire le choix aussi, de dire, bon, est-ce que je prends ma chance de calquer un peu sur ce qu'on aimerait que je fasse, tout en demeurant intègre, puis plus je vais avancer, plus je vais pouvoir avoir ma propre identité musicale, ou je décide de le faire à ma façon. Et là, c'est un autre avenue qui est très, très longue, sans support financier, sans rien, sans support de la machine.
Et parce que Mais, même tout ce qui mais est tu demeures intègre à ce juridique, que tu quoi. fais. Ben oui, ben, toi, certainement. Parce que, tu vois, j'ai mes amis ici aux États-Unis qui ont signé des contrats disques, un contrat disque qui stipule 7 albums sur une période de 15 ans. Mais tu as l'impression que la compagnie disque va te permettre de faire 7 albums pendant 15 ans. Donc, OK, ouais, je comprends, avec des avances et tout ça et tout ça. Mais la réalité, c'est que si ton premier album ne fonctionne pas, ton deuxième album n'est pas une garantie. C'est jamais garanti. Il n'y a absolument rien qui t'est dû. Il n'y a absolument rien qui t'est dû. Et tout, au niveau juridique, comme tu dis, c'est que les contrats sont fastidieux, de pouvoir véritablement vivre de ta musique. Tu te dois, si tu fais partie de ce milieu-là, tu te dois avoir du succès. Autrement, ce que nous, on appelle être tabletté, c'est qu'on met de côté, les gens ont moins de temps consacré à ton projet, s'il y a moins d'enthousiasme si tu as l'occasion de sortir un deuxième album, les gens sont un peu moins enthousiasmés quant au travail impliqué dans le projet. Donc, moins les gens s'y consacrent, moins ton projet est diffusé, moins leurs associés ont le désir de supporter ton album. Donc, c'est un produit, mais ça demeure que c'est la voie rapide vers le succès, c'est celle des majeurs et il y a des compagnies également qui appartiennent à des majeurs qui sont sous la bannière indépendante, mais qui sont détenues par des majeurs. Donc, c'est une voie rapide vers le succès. Si tout te sourit et si tous les astres sont alignés favorablement pour toi, mais c'est également la voie la plus rapide pour que ton rêve se brise et que ce soit terminé très rapidement. Tandis que nous, le chemin qu'on a emprunté, c'est un chemin qui est excessivement long, c'est fastidieux par moments, parfois c'est décourageant, mais comme je te disais en pré-entrevue, j'ai jamais eu le sentiment que je travaille. J'ai jamais eu le sentiment que je vais bosser, bien que pour nous, c'est 7 jours par semaine, c'est presque pas de vie personnelle, ça va vite, t'es toujours en action, il y a toujours un truc comme ça, c'est très demandant, c'est un mode de vie, c'est vraiment un mode de vie. Et il y a très peu de, en fait, il n'y a aucune promesse de succès parce que personne ne te doit rien au final. Tu te lances, mais tu peux pas hésiter, tu peux pas t'investir. Il faut que ce soit 100%. Et encore, il faut que tu trouves d'autres ressources parfois pour aller encore plus loin parce qu'il y a des années où c'est excessivement difficile. Et tu te poses la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Tu te remets en question. Et lorsque tu commences à te remettre en question, ça commence à semer des doutes. Les doutes, souvent, c'est ce qui te limite et qui vient éteindre ton instinct en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur, dans ton évolution, dans certains projets que tu pourrais développer. Donc, lorsque le doute s'installe, ça, c'est très dangereux parce que le doute n'est pas l'introspection. L'introspection te permet, toi, de réévaluer tes trucs, de prendre une pause et simplement évaluer où tu es situé. OK, là, ça fait 10 ans qu'on existe. OK, on a développé ça, on a réussi à faire tel truc, on a eu l'occasion de remporter plusieurs parties desquelles on n'avait aucune chance de gagner. On a réussi. En contrepartie, des trucs qu'on aurait dû gagner, on a complètement échoué. On a appris, on s'est relevé. Donc, ça, c'est l'introspection, c'est d'avoir constamment un esprit ouvert et critique face à l'évolution perpétuelle dans laquelle tu grandis en tant qu'individu, artiste, en tant qu'entrepreneur, parce qu'il y a énormément d'intangibles dans tout ce qu'on fait. C'est que de l'intangible. La seule chose qui n'est pas intangible, c'est les comptes que tu dois payer à tous les mois,
c'est les rapports que tu dois, les rapports de projets que tu dois livrer, des trucs comme ça. Mais nous, ce qu'on produit, c'est de l'intangible. Tout est tout est de l'intangible. Et tu dois être visionnaire sans complètement perdre le lien avec la réalité. Donc, c'est excessivement difficile, mais en contrepartie, c'est enivrant, c'est exaltant, ça te permet de te construire en tant que personne, de développer toutes sortes de trucs que tu n'aurais jamais cru possible, de te dépasser, mais il faut que tu sois conscient que le prix qui t'est demandé est tout ce que tu as. C'est toujours all-in. Toujours, 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 parce que moi, je ne vais pas travailler pour un autre label. Si chaque erreur que je fais, j'ébranle ma structure, j'ébranle la vie de mes copains, leur mode de vie, leur truc. Donc, tu as toujours un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais lorsque tu te permets de relativiser les choses, c'est un peu tout le monde, peu importe dans quel milieu tu évolues, a un peu à sa façon cette pression-là qui est continuelle. Mais pour moi, si je travaille pour un label et que je me trompe, je vais me faire congédier, je vais travailler peut-être pour un autre label. Mais si moi, j'ai des échecs successifs, c'est pas la même responsabilité. Ben non, c'est la fondation tout est mis en jeu, tout est remis en jeu constamment. Donc, tu te dois de développer ce sens, un peu un nouveau sens de perspective où les succès que tu as l'occasion de vivre, car il y a des moments d'euphorie et de succès, tu dois les relativiser, tu dois constamment les remettre en perspective. Tu te dois de les vivre à fond, tu te dois de les apprécier parce qu'on ne sait jamais quand ce prochain moment d'euphorie va être possible de revivre. Mais en même temps, tu te dois de relativiser les trucs de la même façon que tu te dois de relativiser lorsque tu as un échec et que tu étais persuadé que ça allait fonctionner. Parce qu'il y a tellement d'affectifs. C'est de l'art, c'est de l'investissement. Donc, il y a tout cet aspect affectif, personnel, émotionnel d'impliquer dans un projet où tu es persuadé que tu as fait toute la mise en place était excellente, toute la structure pour le succès de ce projet-là est en place et c'est un échec. Donc, de te dire, mais le succès, c'est relatif. Oui, c'est vrai, mais il faut, au niveau émotionnel et affectif, tu es ébranlé en tant qu'artiste, en tant que créateur. Mais tu te dois quand même de constamment mettre les choses en perspective en tant qu'administrateur, de comprendre pourquoi, de tenter de déterminer les intangibles qui étaient en place et qui ont fait basculer ton projet dans la case échec, catégorie échec. C'est difficile. C'est de constamment garder cet équilibre-là. Donc, tu apprends à vivre les succès, à les prendre pour ce qu'ils sont, parce qu'ils sont précieux, et prendre également les échecs et les prendre de façon avec le même comme des expériences, la même perspective. Ben oui, sauf que avec la compréhension que tu ne peux pas enchaîner les échecs. Parce que la compréhension de 3-4 échecs successifs et la perte de tout ce que tu as construit dans les 15 dernières années. Il faut rebondir, comprendre, apprendre et évoluer. Ah oui, et c'est pour ça que je dis que c'est un milieu qui est excessivement difficile. Il ne faut pas avoir il n'y a rien de juste. Personne ne te doit rien. Tu peux avoir travaillé, bossé comme un dingue pendant 15 ans, comme on a fait, et demain, tout disparaît, tout s'écroule. Et personne, les gens qui ont de l'affection pour toi vont être déçus pour toi, vont avoir de l'empathie pour toi, mais le milieu va simplement se refermer un peu plus sur lui-même et un autre disque va sortir, ça sera plus le tien. Tu comprends? Donc, cette réalité-là de fondation, pour moi, cette leçon-là de vie commerciale qui m'a été donnée dès le début de mon aventure,
je la vis à tous les jours. Même si j'espère que c'est mon disque que je vais pouvoir sortir. Et j'espère ne jamais être dans une position où je, je n'aurai plus cette alternative ou ce choix de sortir mon album et que je vais devoir me dire, bon, mais OK, je dois sortir l'album de quelqu'un d'autre parce que je dois continuer à nourrir la machine. Je veux jamais me retrouver dans cet endroit-là. En 15 ans, on a toujours évité ce genre de truc-là. Tous les artistes avec lesquels on s'est associés, c'était toujours des coups de cœur, c'était toujours dans une mouvance d'amour et d'admiration mutuelle. On s'est jamais senti on s'est jamais retrouvé dans un endroit où on se devait de sortir un truc qu'on savait qu'il allait avoir du succès parce qu'on avait besoin de ressources financières et on n'avait pas le choix de le faire. Donc, on est vraiment privilégié, on est vraiment béni, je dirais même, de jamais avoir eu à faire ça, mais c'est une réalité. C'est une réalité. On parle d'intégrité, mais comme je disais au début, c'est une currency qui permet de te construire toi en tant que personne, mais dans le milieu aussi ultra compétitif et très, très, très jungle dans lequel on évolue. Oui. L'intégrité, c'est pas au top de la liste des gens. Hein. C'est la rentabilité. Intégrité contre rentabilité. Oh oui. En tout cas, Alex, on arrive à la fin du podcast. Bon, j'ai pas vu le temps passer. Je crois que ce sera l'épisode le plus long de tous les épisodes, mais on aurait pu continuer encore longtemps comme ça. Il faudrait qu'on fasse en plusieurs parties, peut-être. Ben oui, tout à fait. Ben, moi, ça me fait plaisir. C'est ma passion. Puis, si je peux ça sent. Et encourager les gens. Tu partages avec tellement de passion et de conviction aussi toute ton expérience, tout ton parcours et c'est très enrichissant et j'espère vraiment que ça va inspirer tous ceux qui nous écoutent et d'avoir cette vision aussi des coulisses d'un label et de quelqu'un qui l'a développé avec une bande d'amis qui partait de zéro et qui a bossé dur pour que ça fonctionne et que même quand ça fonctionne, y a toujours des hauts et des bas. C'est important d'avoir ça en tête aussi. Et si tu as un dernier conseil que tu pourrais donner aux artistes qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait lequel? Ce serait de suivre leur instinct, d'être honnête envers eux-mêmes. C'est la fondation de tout. C'est le plus beau, c'est la plus belle chose, peut-être la moins tangible, mais c'est la chose la plus précieuse que l'on a en tant qu'artiste, c'est cette intégrité de cœur, parce qu'elle nous permet justement de pouvoir suivre notre instinct sans continuellement avoir à se reposer la question à savoir si c'est honnête et intègre. Donc, soyez honnête envers vous-même, suivez votre muse. Il y a 1001 façons avec laquelle on peut atteindre nos objectifs qui sont nos rêves. Donc, allez-y, lancez-vous, faites des erreurs. Ayez pas peur de vous associer avec d'autres amis, de faire des collaborations. Parfois, une personne peut avoir des connaissances qui vous font défaut et vous peut-être simplement avoir une passion ou cette espèce de zèle, d'énergie qui propulse vers l'avant que d'autres n'ont pas. Donc, n'hésitez pas soyez généreux dans ces moments de communion avec les autres et vous allez voir que vous allez pouvoir développer non seulement des amitiés, mais développer des collaborations qui vont vous amener dans des lieux que vous n'auriez jamais eu même à l'esprit de faire ou un chemin emprunté. Donc, moi, c'est vraiment de cette façon-là que je vois la vie et encore aujourd'hui, avec laquelle je mène d'une part ma carrière musicale et que je développe et que je continue à développer mon label et toutes les compagnies maintenant connexes qui y sont associées. Parce que nous, on a développé encore, ça sera l'objet d'un prochain podcast. En tout cas, merci beaucoup, Alex, d'avoir partagé toute ton expérience et parlé du label. Je mettrai tous les liens dans la description aussi pour que les gens puissent aller te suivre, site web, et puis aller voir dans quel univers vous travaillez, en savoir plus sur le label. Et pour tous ceux qui ont cette passion de l'accent québécois, bien,
J'espère que vous vous serez senti généreusement reçu. Merci beaucoup à toi. Ben, merci à toi, puis bon succès, puis bon courage. Puis merci au nom de tous les artistes qui t'écoutent. Merci de ta générosité, de ton accueil. Ça demande énormément de passion de se lancer dans une telle aventure. Donc, j'espère que ça va en inspirer d'autres. Et ce que tu fais, c'est plus que nécessaire, c'est fondamental. Donc, je te remercie énormément de m'avoir permis de pouvoir raconter cette folle histoire qu'est la mienne. Ça me touche beaucoup, Alex. À bientôt. À bientôt. Merci encore pour votre attention du jour. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur le marketing musical et les actualités du music business, n'hésitez pas à vous inscrire à la petite news des musiciens DI dans la description pour recevoir chaque lundi à 10h un mail inspirant, motivant, plein de conseils, d'astuces et de méthodes pour développer votre projet musical.